Il y a des gens qui vont être d'accord, d'autres non. Tant mieux. Voilà, j'ai toujours considéré que Internet et le e-commerce, c'était la revanche des marques sur la grande distribution. C'était la possibilité pour eux d'avoir accès à ce canal client qui leur a été caché sur les chaînes de distribution et d'intermédiation. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 98. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour le podcast, et cet entretien est avec Kamel Tansaout. Kamel est un entrepreneur et expert dans le monde des marketplaces. Il a fondé et est le CEO de Marjorie.io, une solution technologique innovante qui permet à l'ensemble des acteurs de l'écosystème des marketplaces de s'établir et de travailler plus efficacement. Dans cet entretien avec Kamel, nous discutons de l'état d'avancement des marketplaces, les facteurs clés de succès pour assurer votre initiative. On parle aussi de l'expérience entrepreneuriale de Kamel, sa stratégie et les moyens moteurs pour driver son business. Un entretien d'envergure pour tout acteur qui s'intéresse à l'e-commerce. Kamel Tansaout, plaisir de te rencontrer. J'ai eu par chance, j'ai vu Alexandre Emio dans mon flux LinkedIn, il m'a parlé de son nouveau truc et puis comme ça, nous allons parler de Marjorie et de toi. Kamel, dans tes propres mots, qui es-tu ? Bonjour Minter, alors moi je suis le CEO fondateur de Marjorie. Donc un jeune entrepreneur, on va dire, un expert en marketplace surtout et vraiment un passionné d'e-commerce. Alors raconte-nous un peu ton parcours dans les marketplaces parce qu'évidemment c'est un endroit qui bouge et puis dis-nous un peu ce que est un marketplace. Alors le parcours dans les marketplaces, il a démarré un peu avant mon arrivée dans une start-up française bien connue qui s'appelle Mirakl, qui est le leader mondial aujourd'hui des plateformes SaaS pour les marketplaces. Juste avant, je travaillais en tant que directeur de Intershop en France, donc une solution e-commerce B2B, et je voyais l'arrivée des marketplaces sur le territoire, en tout cas le développement de ce business model. Parce que pour moi, marketplace, c'est avant tout un business model. C'est pas une technologie, c'est pas un site, c'est avant tout un business model qu'on embrasse de différentes manières, soit via effectivement l'aspect technologique ou via l'aspect organisationnel. Donc mon parcours, ça a été ça. C'est avec Mirakl, on a développé des marketplaces. On s'est battu parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas acquis. Ça a été quand même une aventure fabuleuse d'aller rencontrer des gens, les convaincre que la marketplace, c'était le business model du futur et qu'il fallait qu'ils l'embrassent. Donc des grands retailers. J'ai eu l'opportunité aussi chez Mirakl de développer l'activité B2B, de la créer et de la développer. Donc, ce qui m'a beaucoup appris. Ce qui veut dire que tu as fait des marketplaces blancs pour d'autres entreprises ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que on a réussi au sein de Mirakl à convaincre des entreprises d'aller vers ce business model en complément de leur business model, ou voire même des entreprises de créer des entités ou des sociétés de se lancer sur ce business model. Le but, c'était de pouvoir faire la passerelle entre ce qu'il faisait aujourd'hui et ce business model qui était préconisé par tout le monde, par tous les analystes, mais qui ont voyé vraiment le succès avec Amazon, Alibaba, qui avait fait à l'époque la plus grosse IPO, Amazon qui était devenu le numéro 1 mondial du e-commerce. Donc les gens regardaient ça en se posant la question, c'est quoi la recette du succès ? Bon, la marketplace est une des réponses. C'est pas la réponse unique, mais c'est une des réponses. Alors si on regarde le marché au total, on va dire, se cantonnant sur l'aspect e-commerce, quelle est la place du marketplace, des marketplaces, ou comment est-ce que tu peux nous raconter l'état d'avancement des marketplaces par rapport au commerce et d'autres business models ? Alors,
C'est assez intéressant déjà de comprendre que les marketplaces, ça date pas il y a 4 ans, il y a 5 ans, ça date du début du e-commerce en fait. Quand ces sociétés se sont lancées, ces pure players qui étaient face à des retailers qui avaient un maillage géographique énorme, qui avaient des stocks, qui avaient des entrepôts, fallait trouver un business model innovant, c'est-à-dire réussir à utiliser l'aspect entre guillemets communautaire. À l'époque, on parlait pas vraiment encore de communauté, mais l'aspect communautaire de tous les gens qui étaient intéressés par ce business pour pouvoir en fait être le catalyseur de multiples entreprises vers une source de clients. Donc c'est un vieux business model qui a commencé, on va dire, avec eBay, puis ensuite Alibaba, Amazon, qui ont vraiment surperformé sur ce modèle. Aujourd'hui, quand on regarde alors je vais dire quasiment dans chaque pays, je pense, ou en tout cas sur chaque grosse plaque géographique, les marketplaces, elles trustent le top 10. Le top 10 des vendeurs e-commerce, ce sont les marketplaces. En France, je crois que c'est près de 30% des transactions e-commerce sont réalisées via les marketplaces. Une société comme Amazon, c'est plus de 50%, en tout cas sur la partie distribution, qui est fait par la marketplace. Sur des sociétés comme la Fnac Darty, je pense qu'on doit être autour de 20 à 30%. J'ai pas vraiment les chiffres, mais en tout cas, c'est le feeling que j'ai. Donc on peut pas négliger aujourd'hui leur positionnement. Elles sont devenues, je sais plus qui disait ça, mais le premier concurrent de Google, c'est Amazon. Quand on veut chercher un produit, au lieu d'aller chercher dans la barre Google, on va dans Amazon, on cherche le produit. C'est autant de trafic, autant de pertes de ressources pour Amazon. Pour Google, pardon. J'ai deux commentaires. Le premier, c'est la communauté. Autant sur un Craigslist et peut-être un eBay, il y avait une semblance de communauté. Aujourd'hui, je sens pas beaucoup l'aspect communautaire dans les marketplaces. Alors, c'est vrai. C'est pas l'axe. On n'a pas ce côté appartenance, ce côté. Voilà. Par contre, il y a des communautés qui se créent. Parce que quand on est dans une marketplace, il faut savoir qu'on s'adresse à deux types de clients. En tant qu'opérateur marketplace, on a deux clients. On a le buyer et on a le seller. D'accord ? Celui qui achète, celui qui vend. Et les sellers, en fait, sont des espèces de communautés de vendeurs qui se sont spécialisés sur la distribution via des marketplaces. Donc, il y a des sociétés comme les agrégateurs qui se sont créés autour pour leur permettre d'avoir accès à leur flux. Alors, on n'est pas dans l'archétype de la communauté avec l'aspect de social sharing et toutes ces choses-là. Mais on a quand même une espèce de communauté qui se crée, de gens qui partagent en fait un objectif commun. Pour moi, c'est le basique de la définition d'une communauté. Alors, autant, le deuxième point, on peut imaginer que les Amazon et même les sites de Carrefour, Walmart, etc., qui sont par ailleurs donc la version en ligne de ce qu'ils vendent en magasin, dominent parce que un grand champ d'offres, comme dit Amazon, c'est the everywhere, everything store. Enfin, ils veulent avoir tout pour tout le monde. Donc, on peut comprendre que l'accès à tout. Autant, on peut savoir aussi que les marges pour l'e-commerce sont pas évidents. Et puis, où est-ce qu'on en est ? Donne-nous un peu la vision de où on en est dans la rentabilité des marketplaces en France. Alors, il faut vraiment voir la marketplace pure player, c'est-à-dire celui où 100% de son business model, c'est la marketplace. Ensuite, le retailer qui ajoute de la marketplace. Et puis, il y a aussi des nouveaux types de marketplace. On va en parler, on appelle ça des plateformes, parce que comme je le disais, marketplace, c'est un business model. Quand on prend Amazon, la rentabilité de Amazon en termes de distributeur e-commerce, elle vient de la marketplace. Donc pour l'opérateur, la marketplace, c'est un business model qui est extrêmement rentable. Enfin, c'est pas ce qu'ils affichent. Ils parlent de la rentabilité de AWS, ouais. Mais quand tu regardes l'action et ce que raconte Bezos pour les actionnaires, il est là en train de dire non, c'est pas encore rentable, il faut tenir. Alors quand on regarde la global picture, c'est vrai qu'en tant que distributeur e-commerce,
si on prend la top line de Amazon Distribution, c'est clair que c'est impacté par les coûts avec des entrepôts énormes à monter, beaucoup de personnel, du transport, donc plein de coûts et une certaine compétition aussi au niveau du dumping qui doit être fait face aux clients qui en veulent toujours plus pour moins cher. C'est là où je pense que la marketplace qui, elle, va permettre d'effacer ces charges, ces coûts, et d'avoir un impact qui est pas lié au BFR, parce que sur la marketplace, on a vraiment cette notion de rentabilité. Je prends une commission sur chacune des ventes. Ça permet en fait de rééquilibrer. Et c'est là où on fait de la rentabilité. Donc, grosso modo, la global picture, elle va pas être celle que l'on attend en termes de rentabilité, mais si on se focus sur l'aspect marketplace, donc fulfilled by, tous ces aspects où on fait porter les charges par des vendeurs qui, eux, ont besoin de les porter parce qu'ils ont un coût moindre d'accès au trafic et aux clients, on se retrouve sur là des axes de rentabilité. Moi qui vends quelques livres sur Amazon, je me sens tout petit. La capacité d'avoir un retour, Amazon est tellement grand, il n'y a plus personne qui répond. C'est la communauté en revanche qui permet de répondre. Mais après, il y a la bagarre pour avoir l'espace. Et, sur le rayon, qui n'est pas physique, mais on va dire ça, c'est SEO si on parle de Google. Mais maintenant, Amazon Optimization, parce que c'est tout un autre métier. Combien est-ce qu'avec ta solution, dont on va parler, cette partie-là est intégrée? Parce qu'il me semble aujourd'hui que de par la communauté des vendeurs, il va falloir bagarrer pour sa place. Alors, il y a deux aspects du côté vendeur. Une marketplace sans vendeur, c'est comme un magasin vide. C'est-à-dire que personne ne va rentrer parce qu'il n'y a pas de produit. Donc, il y a une espèce d'interdépendance. Oui et non. C'est-à-dire que si j'ai une marketplace qui est, alors je vais essayer de donner une image d'un magasin dans la rue. Si ma marketplace c'est un magasin qui se trouve dans une ruelle, dans un cul-de-sac où il y a pas de trafic, il y a pas trop de vendeurs qui vont venir se positionner. Par contre, si je suis à un angle de rue hyper passant avec un métro, un parking, tout ce qu'il faut pour servir le client et que j'ai une belle enseigne, un beau magasin, là les vendeurs vont venir parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer du trafic. Là où je dis qu'il y a une interdépendance, c'est que maintenant les marketplaces, il y en a beaucoup. C'est devenu, alors beaucoup, pas assez, beaucoup. Alors je vais expliquer la différence entre pas assez et beaucoup. La marketplace, c'est vraiment le modèle qu'il faut embrasser en tant qu'e-commerçant ou en tant que prestataire de services ou en tant que B2B. C'est vraiment un marketplace qui apporte l'agilité, qui apporte... on pourra parler aussi de à quoi ça sert une marketplace en tant qu'entreprise. Si moi, j'ai une entreprise, je veux créer une marketplace, pourquoi ? Ça, c'est hyper important. Ce qu'il y a, c'est surtout qu'il va falloir commencer à avoir des actions vers ces vendeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste être customer-centric. Et tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'est qu'en tant que marketplace, j'ai deux clients. Voilà. Et je ne peux pas juste me concentrer sur l'acheteur, même si c'est lui qui m'amène le flux entrant d'argent, celui qui va m'amener la qualité de service, celui qui va me permettre de gérer une réputation, celui qui va me faire considérer comme le meilleur e-commerçant, celui qui va, on va dire, sublimer ma marque, c'est le vendeur. Je vais juste t'interrompre parce que si je pense à la relation entre fournisseur et un distributeur tel que Carrefour, je ne pense pas que Carrefour considère ses fournisseurs comme des clients. C'est-à-dire ils vont les considérer et les traiter comme des fournisseurs. Or, c'est eux qui ont les marques, qui ont une certaine notoriété, et on n'y est pas là. Donc c'est intéressant que tu dises, pour les marketplaces, que le vendeur même est un client. Tout à fait. Alors moi, il y a des gens qui vont être d'accord, d'autres non. Tant mieux. Voilà. J'ai toujours considéré que Internet et le e-commerce, c'était la revanche des marques sur la grande distribution. C'était la possibilité pour eux d'avoir accès à ce canal client qui leur a été caché sur les chaînes de distribution et d'intermédiation.
Et voilà. Et pour moi, c'est la revanche, même si il y a quelques temps, on a eu le PDG de Nike qui a dit bon, j'ai plus le choix, faut que j'aille vendre sur Amazon parce que il y a aussi un flux client. Donc, on revient encore quand même dans cette notion d'indépendance, voilà, cette puissance de la distribution qui a bougé, qui est passée dans le digital. Il faut sincèrement considérer le vendeur comme un client. C'est d'ailleurs dans les axes de réussite d'une marketplace et d'échec aussi des marketplaces, c'est cette notion de gestion du changement, de change management qui va permettre à la société, aux distributeurs de se dire oui, bon, il faut maintenant qu'on revoie notre copie, en tout cas au moins sur cette partie-là, parce que les choses ont changé et on doit s'adapter. Pour moi, la grande distribution, ce sont des gens qui sont à proximité des gens. Et c'est eux qui doivent savoir la tendance. Et là où il y a eu un échec sur cette grande distribution, c'est qu'elle n'a pas senti cette tendance. Elle n'a pas senti la transformation de leurs clients, la transformation des habitudes des clients. En tout cas, elles ont toujours voulu imposer, faire des innovations qui étaient portées sur le magasin. On peut pas leur en vouloir. Ils ont des maillages commerciaux qui sont importants. Il y a des charges. Il faut pouvoir les rentabiliser. C'est tout à fait normal qu'ils restent encore sur cet aspect, sur ce canal qui est somme toute hyper important pour tous. Mais voilà, ils n'ont pas perçu ça. Et on ne peut pas le percevoir que juste sur l'aspect de celui qui va venir dans le magasin, qui va acheter. Il y a aussi celui qui va proposer le produit. Parce que derrière, il va proposer le produit, il va proposer un service, il va proposer de l'information. Il va faire tout. Exactement. Et ce cahier des charges qui fait la réputation d'un distributeur, il faut savoir le partager. Il faut savoir sélectionner. Il faut savoir chouchouter son vendeur, lui apporter aussi les bons services. Et c'est l'un des enjeux là qui va arriver sur les marketplaces, parce que les marketplaces, elles se développent et on peut pas avoir juste un simple copier-coller. C'est-à-dire, je peux pas faire du Amazon-like. Amazon-like, ils ont une stratégie de profondeur d'offre, de disponibilité de produits, de pricing, ce qui fait la base en fait des 5 piliers du commerce quand la grande distribution s'est créée. Ce qui est d'ailleurs dommage que dans le digital, les distributeurs n'aient pas réfléchi comme ça. C'est revenir au basique, mais le mettre dans un domaine digital. Il va falloir se différencier. Se différencier, c'est aussi considérer son seller, considérer ce fournisseur comme quelqu'un qui participe. Alors parlons de Marjorie. Alors donc c'est né il y a 2 ans, un peu plus d'un an. Quelle est la particularité de Marjorie pour quelqu'un et quels sont les clients idéaux? Alors, Marjorie, j'ai eu l'idée de Marjorie suite à mon expérience. Donc, je reviens au tout début de la question. Donc, j'ai commencé mon interaction avec les marketplaces chez Miracle. Ensuite, j'ai quitté Miracle pour rejoindre une autre société où je suis devenu opérateur. C'est-à-dire, je suis passé de l'état de service provider, celui qui fournissait une plateforme, à celui qui opérait la plateforme. Et c'est là où je me suis rencontré des difficultés de gestion du changement, des difficultés de connexion technique, des roadmaps du côté opérateur qui étaient hyper chargés parce qu'il n'y avait pas que ce projet-là, il n'y avait pas que cette priorité-là. Donc quelque part, beaucoup de culture à l'intérieur de ça et de l'opérationnel, pas forcément, enfin tu as parlé de l'aspect technique, mais espèce d'intégration aussi bien dans les systèmes, mais aussi dans la manière de penser et de fonctionner. Exactement. C'est essentiel. C'est essentiel, on ne peut pas faire autrement. Moi, je me rappelle en tant qu'opérateur de kick-off qu'on devait organiser avec des fournisseurs où les gens ne venaient pas. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ça ne les intéressait pas. Donc tout ça, l'idée de Marjorie, ça a été de créer une plateforme no-code dans laquelle en fait on n'a pas de développement, sur laquelle on montre un business process. La vertu de montrer le business process, c'est de pouvoir aligner les gens sur un élément de compréhension commun. Et là, je suis capable, avec Marjorie, de mettre un PDG, un directeur des opérations, un directeur technique et un directeur financier, de leur montrer un workflow opérationnel, et chacun va parler la même langue, et ils vont être d'accord. Alors ça, en gain de temps et d'efficacité, c'est juste phénoménal. Alors, tu attribues ça à l'aspect no-code? Exactement. Tout à fait. Oui, parce que
C'est assez marrant. On va revenir aux basiques de l'humanité. Les premières communications qu'il y a eu entre humains, c'était du dessin. Voilà. Et là, en fait, on dessine un workflow avec des flèches qui montrent bien que cette étape, elles vont se faire et elles vont générer en fait une business practice ou une opération qui est dans le sens de ce que fait l'entreprise. Donc ça a deux vertus. C'est cet alignement parce qu'on va être sur un langage universel que tout le monde va pouvoir comprendre autour de la table. Et ça, je pense que c'est quand même une des choses les plus dures lorsqu'on est dans la tech, de pouvoir expliquer à tout le monde ce que c'est, parce qu'il y a le fantasme, il y a la réalité. Il y a les geeks et puis il y a les non-geeks. Exactement. Et même des fois, on me reproche moi de parler un langage qui n'est pas forcément compréhensible. Voilà. Donc j'essaie de m'améliorer dessus. Il y a ça, et en fait derrière chaque objet qu'on va trouver sur ces éléments de workflow, en fait il y a des web services, des API de service provider qui sont déjà connectés. Donc grosso modo, autrefois quand je voulais connecter un service provider, fallait que je code, fallait que j'aille dans ses API, fallait que je triture un peu tout. Maintenant avec un simple drag and drop dans Marjorie, on est connecté. Et donc maintenant, voilà, le but de Marjorie, c'est quoi? C'est d'accélérer l'intégration, de réduire les coûts, forcément, d'améliorer la compréhension et donc de réduire l'impact au niveau du change management. Et il y a un point qui est essentiel, c'est que chaque entreprise... on parle de transformation digitale, d'accord ? Ça, c'est sûr. Voilà, on en parle tout le temps, on dit c'est ce qu'il faut faire. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pas si simple à faire parce que la transformation, c'est lourd. Le change management, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui vont... Parce qu'on a des gens. Voilà, exactement, ouais, parce qu'on est des humains et on est parfois réfractaire au changement, parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne l'identifie pas, parce qu'on n'a pas compris la nécessité. Le rôle d'un CEO, c'est de partager sa vision, de partager l'enthousiasme et d'aligner les gens et de leur donner l'énergie, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, de faire les choses. Et donc, l'impact sur le change management, simplement par une communication qui soit claire, un alignement des gens sur les façons dont on va travailler. L'impact, c'est-à-dire pouvoir récupérer le legacy de l'entreprise, que ce soit son organisation, son système d'information. Ça, ce sont des choses qu'on a pensées dans Marjorie. C'est-à-dire que comme on a vécu avec mon associé Frédéric cette transformation, du coup, ça nous a nourri sur ce que devait être Marjorie, ce que ça devait apporter. Donc du coup, quand tu es avec un client qui voudrait utiliser Marjorie, en fait, Marjorie devient le leitmotiv de la transformation. On va articuler la transformation autour du projet de l'intégration de Marjorie, qui va comprendre des changements de practice, de culture quelque part, et aussi un autre point que tu as soulevé tout à l'heure, ça va avoir un impact sur la distribution qu'on a par ailleurs. Et donc là, il y a souvent, on va dire, des mécontents. Parce que, alors, attends, tu vas vendre ça chez toi, moi, on n'était pas bien ensemble avant, etc. Voilà. Oui, alors il y a des choses qui sont assez intéressantes parce que dans Marjorie, on va créer ce qu'on appelle des boosters. Alors les boosters, ce sont des impacts commerciaux que l'on va avoir vers les différents membres participateurs, que ce soit les clients ou les vendeurs. Quand vous avez une complétude de catalogue avec un vendeur à faire, c'est-à-dire qui est fournisseur, par exemple, de votre chaîne de distribution, mais vous lui prenez que 20% de son catalogue. Et si vous lui annoncez, écoute, je vais pouvoir te mettre les autres 80% en tant que marketplace, en tant que vendeur marketplace. Ben là, déjà, il y a un intérêt qui va se créer. Ça, voilà. Va falloir pouvoir le gérer, parce que derrière, on a des intercos avec le RP, le WMS, qui sont bons. Je ne vais pas parler j'essaie d'être assez clair quand même sur ce que je dis, mais qui permettent de gérer les choses. Mais après, il y a aussi autre chose qui sont... là, on crée un booster qui est accélérer le paiement de vos vendeurs. C'est-à-dire le vendeur, au lieu d'attendre, surtout dans le B2B, 60 jours que le client soit payé et de porter le risque, là, on a créé un booster avec un de nos service providers, un de nos partenaires, qui est la société Finexcap, qui permet en fait d'accélérer le paiement pour chaque vendeur. Et là, on vient de créer une vraie valeur ajoutée.
Et le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, attends, j'ai le choix entre cette marketplace. Ok, je vais continuer à travailler avec peut-être 2. Par contre, je vais donner priorité sur le stock, sur la qualité de mon engagement, à celui qui me paye le plus rapidement possible. Et c'est là aujourd'hui l'enjeu. Donc Marjorie va créer beaucoup de boosters qui sont là pour, ça c'est dû à notre expertise, et puis à notre réseau de consultants qui nous remonte aussi de l'information. Au service provider, nous on est hyper ouvert à l'innovation. On veut donner la chance à tout le monde. On venait vraiment, nous, dans cette notion de communauté. On veut créer une communauté de service providers, de consultants, de clients, d'intégrateurs, parce qu'on pense que, dorénavant, seul l'échange va permettre de pérenniser ce que l'on met en place. Si on n'est pas ouvert, si on ne veut pas discuter avec les autres, si on ne veut pas partager, je suis plus que d'accord. J'ai rencontré le PDG fondatrice d'une banque en Angleterre qui s'appelle Starling. Et ça fait des percées parce que Anne Boden, qui est la fondatrice, elle s'est mise en posture de je ne serai pas plus fort que tous les tiers avec lesquels je bosse. Et donc du coup, elle a une banque, elle fait une partie, mais il y a des providers autour qui rendent le service beaucoup plus grand qu'un petit start-up et du coup plus fort. Donc pour Marjorie, parle-nous des clients idéaux qui devraient être les personnes qui vont te contacter par la suite. Alors, il y a plusieurs types de clients. Je vais commencer avec le basique, qui est celui qui veut lancer ou qui a lancé et qui veut faire évoluer sa marketplace. Donc Marjorie, on va pouvoir parler avec toutes les personnes qui ont l'idée ou l'opération d'une marketplace à n'importe quel moment de leur projet. C'est-à-dire au moment du POC, donc du POC, on est capable de créer un POC marketplace avec des tâches manuelles. Proof of concept, pardon. Exactement, désolé. Et on va pouvoir les accompagner sur... comme ça, ils vont pouvoir renforcer leur idée que ok, la marketplace, c'est bien pour nous. Ça s'adresse à tout le monde. Il y a ceux qui veulent monter leur marketplace et qui ont des enjeux financiers et qui ont des enjeux de temps, qui ont déjà un système et qui l'ont créé eux-mêmes, qui veulent l'améliorer ou en tout cas mieux l'opérer. Donc ceux-là, on va leur permettre d'avoir une parfaite exécution. Ça, c'est essentiel. Ensuite, on a ceux qui sont déjà équipés de solutions comme Miracle, qui veulent y ajouter des services providers tiers ou qui veulent faire évoluer leur marketplace pour fournir des services à des vendeurs ou encore à des clients, la reprise de produits, un suivi CRM ou qui ont aussi un legacy qui est important. Ceux-là aussi, on va pouvoir leur parler. Donc, sur toute la chaîne, on est capable de parler avec tout le monde. Vraiment, on est capable de parler avec tout le monde. Ensuite, il y a les consultants et les intégrateurs. Alors, on est persuadé, en tout cas moi je suis persuadé, je ne vais pas parler au nom des autres, en tout cas je suis persuadé qu'il y a un merge de ces deux métiers. Le consultant qui est là, qui va designer des workflows, aujourd'hui quand on fait une mission, ça dépend, il y en a qui sont contents de juste rendre un tableur et puis des recommandations ou créer un cahier des charges, et puis après on peut aller plus loin, c'est-à-dire designer les workflows dans Marjorie, les tester et brancher le client dessus et donc lui fournir une prestation de qualité dans laquelle on va avoir non seulement l'aspect intellectuel mais aussi l'aspect opérationnel et l'aspect exécution. On a les intégrateurs aussi, donc les intégrateurs e-commerce qui eux veulent intégrer des marketplaces. Alors le problème des intégrateurs, c'est que c'est une grosse bataille à chaque fois pour remporter un projet. Donc on serre un peu le budget, on essaie d'être le moins cher, mais bon, quand on est le moins cher, une fois qu'on a gagné, maintenant il faut délivrer, il faut exécuter, et souvent ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec des dépassements ou des demandes d'avenant parce que il faut plus de temps pour ceci, plus de temps pour cela, et ça c'est très désagréable pour l'intégrateur. Beaucoup de gens pensent que l'intégrateur il en fait une stratégie pour gagner plus, ce qui est faux. J'en connais beaucoup des intégrateurs et ils en souffrent parce que c'est jamais agréable d'aller voir son client, de lui dire voilà, je t'ai dit que ça coûtait X, en fait non, il faut plus. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. En entreprise, on a des moyens de penser, de décider qui sont en anglais convoluted mais un peu tordus. Donc du coup,
arrive le brief n'est pas complet, la compréhension du développement et des coûts qui en découlent sont pas bien lisses, c'est pourquoi il faut payer plus, enfin, et puis on va en contresens. Voilà. Et donc pour ces intégrateurs, leur fournir Marjory, qui est un accélérateur en fait de l'intégration et de l'exécution, ça réduit en fait la charge. Ça leur permet d'être hyper pertinent dès le début, de réduire les coûts et de garder une excellente relation avec le client, parce qu'on sait très bien que le coût d'acquisition d'un client est extrêmement élevé. Quand vous battez sur un appel d'offres, que vous avez déplacé 10 gars pour faire des avant-ventes, que vous avez emmené le client chez vous, dans votre showroom, tout ça, c'est un coût. Et quand vous gagnez, tant mieux. Mais quand vous le perdez, oui, il faut réussir à rebondir derrière. Et quand on le gagne, des fois, ça, on ne l'amortit pas non plus. Oui. Alors, Kamel, Marjory, lancée depuis un peu plus d'1 an, voilà, tu as des clients, des nouveaux clients, j'espère qu'ils vont venir pour toi. Mais comment tu fais connaître? Quelle est maintenant en posture d'entrepreneur, Kamel? Tu veux faire connaître Marjory? Quelles sont les pistes que tu utilises? Qu'est-ce qui marche pas? Alors, les pistes qu'on utilise, c'est le réseau. C'est peut-être, je pense d'ailleurs, la raison pour laquelle tu es là, et c'est grâce à ça, grâce à Alexandre, qui a réussi à organiser ce rendez-vous. Le réseau est important parce que les gens qui nous connaissent et qui me connaissent l'expertise et ce qu'on est capable de faire. Ensuite, on se base beaucoup sur l'aspect communautaire. Nos service providers, je rappelle, la mission de Marjory, c'est de réduire pour un service provider son coût d'acquisition client et son coût opérationnel client, c'est-à-dire de ne pas être chargé par les opérations et d'être sûr que non seulement, alors en ça c'est encore plus vrai, c'est-à-dire je signe un contrat, si le client il m'intègre très vite, c'est bon, j'ai mes rentrées d'argent, mais par contre s'il met 6 mois à m'intégrer, pendant 6 mois j'ai rien du tout. Et donc on accélère ce délai d'intégration. Donc ces services providers, en fait quand ils signent avec Marjory, on leur offre des vouchers qu'ils offrent à leurs clients et qui leur permet en fait d'être installés gratuitement. En tout cas, il n'y a pas de setup payé sur Marjory pour leurs clients. Donc, ils font un cadeau à leurs clients qui leur offre une bonne technologie stable qui permet d'accélérer. Et donc, on travaille sur cet effet en fait de réseau. Et c'est ce qui fonctionne très très bien pour l'instant. Les réseaux sociaux, quand tu parles des communautés, est-ce qu'il y a d'autres moyens de te faire connaître qui sont de l'ordre, on va dire, classique, payer pour la pub, autre chose? Tu essayes ça et est-ce que ça marche ou pas? Alors, on n'échappe pas à Google. Quand on se lance, voilà, on n'échappe pas à Google. Oui, on a créé notre site web parce que c'est normal d'avoir une vitrine. On va avoir du SEA. Alex a fait une parfaite expérience sur le site et puis sur notre SEO. On a un compte Twitter. On est au tout début en fait de notre stade marketing. Donc on recrute du monde aussi pour nous aider. On a des partenaires. On est en train de sélectionner une agence qui va nous apporter conseils et exécution sur la meilleure connaissance et diffusion de la marque. Voilà, donc ce qui marche, aujourd'hui je suis persuadé que ce qui marche c'est le réseau, c'est-à-dire les gens qui nous connaissent, les gens qui avec qui on peut discuter, parce que je pense que quand on est en face des gens, ils arrivent facilement à comprendre et à voir la valeur que ça génère, et donc l'intérêt pour eux de travailler avec nous. Je crois beaucoup à l'humain. En fait, c'est ça. Je crois plus à l'humain qu'à la pub. Et quand je dis je crois pas vraiment à la pub, je crois à la qualité de l'humain qui va réussir à transposer notre message, notre vision sur des supports. Alors, c'est bien que la bouche à l'oreille, c'est ce qui marche. Ouais. Et ça, c'est éminemment humain. Alors, quand tu parlais des communautés, puisque je suis un peu dépassé, vieux et je comprends pas, est-ce qu'il y a des forums dans lesquels les gens qui parlent des marques, est-ce qu'il y a un milieu de marketplaces où tout le monde, comme les passionnés d'Amazon, de Apple, va parler d'Apple Problems et Apple Geek langage. Est-ce qu'il y a un endroit où les marketplaces existent? Alors, non, il n'y a pas. Il n'y a pas encore. Et c'est ce qu'on veut créer. Voilà. C'est vraiment ce qu'on veut créer. On veut que tout le monde puisse se rejoindre à ce niveau-là parce que on pense que le succès de tous sera dû au partage de chacun. Et le but, voilà, c'est ça, c'est de créer cette communauté dans laquelle on va pas
on va pas faire une communauté, alors excuse-moi pour le terme de genre, c'est-à-dire on va pas avoir la communauté des opérateurs marketplace, la communauté des service providers, la communauté, ça c'est des communautés internes. Il faut une grande famille, une grande famille de la marketplace, parce qu'il y a des gens, des service providers qui sont extraordinaires. Mais extraordinaires. Il y a des gens, alors des entrepreneurs qui ont des idées tous les jours parce que ils ont vu, parce que ça répond. Et ces gens-là, il faut qu'on puisse, parce que je considère qu'on fait partie de ces gens-là, il faut qu'on trouve le moyen, le forum pour pouvoir s'exposer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir challenger. Et pour les gens qui opèrent des marketplaces, il faut qu'ils aient accès à cette information. Alors c'est essentiel pour eux. C'est essentiel. Je suis donc écrivain et j'ai un petit groupe sur Facebook privé que d'écrivains. Et je pense à combien c'est enivrant de pouvoir poser une question entre nous, d'auteurs, et pas avoir des éditeurs qui peuvent avoir un autre point de vue. Là, c'est juste, aide-moi, comment je fais pour un truc comme ça. Donc, c'est à quoi je pensais là-dedans. Alors, pour toi, Kamel, est-ce que tu as en tête des entrepreneurs qui t'inspirent? Et comment tu te nourris, toi? Alors, je lis beaucoup. Ça, c'est important. C'est une partie importante de mes journées. Des entrepreneurs qui m'ont inspiré, oui, qui sont pour certains des amis. Je pense à surtout Johan Le Bérigot, Philippe Corot, qui est le fondateur de Miracle, qui a eu un impact vraiment extraordinaire sur moi. C'est un gars génial. Les pionniers du web qu'on a en France aujourd'hui, il y en a des tas. Il y en a des tas. Ce qui est intéressant, c'est, en tout cas, ce que je souhaite sur le succès de Marjorie, c'est de rester une société et être aussi quelqu'un de toujours abordable et qui puisse faire avancer les choses en partageant. Et Marjorie, ça vient d'où? Alors Marjorie, c'est basé sur l'idée que l'on s'est fait des téléopératrices qui, au début des télécoms et du téléphone, qui en fait facilitaient la communication en branchant les câbles les uns avec les autres. Et c'est ça. C'est cette femme qui est au niveau central, qui permet sans interférer avec les gens, d'être à l'écoute et surtout de faciliter la communication entre les parties. Je vais raconter une petite histoire sur ça et puis on va terminer, parce que c'est très vieux. C'est ma naissance en Belgique. Et en fait, je suis né à Bruxelles, à l'hôpital. Mon père est allé, il ne voulait pas être à la naissance, il est allé prendre un verre dans un bar, enfin 2-3 verres. Il est revenu pour témoigner de mon existence, et ensuite ma mère lui a dit: appelle mon père, qui était aux États-Unis à l'époque, pour lui dire que voilà, ça y est, voilà. Donc il appelle mon père, mon grand-père, donc son beau-père, et il raconte après effet où était la naissance et l'adresse de l'hôpital. Sauf qu'il s'est trompé dans l'adresse. Donc en fait, ce qui s'est passé par derrière, après avoir dit au revoir, beau-père, il raccroche, et une femme qui était l'opératrice, qui a écouté l'histoire, a rappelé mon beau-père pour lui raconter la bonne adresse. Bon, c'était une interférence bienveillante pour dire que, bon, voilà, avec ça, Kamel, comment est-ce que les personnes qui sont intéressées peuvent savoir un peu plus sur toi, te suivre, et évidemment comprendre un peu Marjorie? Alors, on a notre site marjorie.io, marjory.io. Sur LinkedIn aussi, il y a Marjorie, la page de Marjorie. Il y a ma page aussi, Kamel Tansaou. Il y a notre Twitter, sur lequel, bon, on n'a pas encore été très très prolifique. C'est pas évident, hein, on est dans un démarrage, donc c'est comme ça. Et puis, si vous passez du côté du WeWork au 33 rue Lafayette, n'hésitez pas à nous appeler, et puis on sera super content de recevoir tout le monde et de discuter. Merci beaucoup, Kamel, d'être venu sur mon show. Alexandre, de nous avoir mis en lien, et puis je te souhaite, et à vous, chez Marjorie.io, beaucoup de succès. Merci à toi, c'était vraiment super sympa.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, admit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.